Bonjour, je suis Yannick Leguerne et vous êtes sur We Do Biz dans l'émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure. Aujourd'hui avec Christine Marsan. Entreprendre, c'est s'approprier le monde, le bâtir, le faire évoluer pour soi et pour les autres. Notre émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure présente de nouvelles manières de voir, de penser et d'agir. D'entrepreneurs, d'artistes, de philosophes, d'humanistes, de chercheurs, d'écrivains, mais pas que. De personnes qui ont changé ou changent de vie et font évoluer le monde par ce qu'elles font et par ce qu'elles sont. Le propos de l'émission est partisan. Partisan de la vie, partisan de l'amour. Nous y mettons en lumière des profils et personnalités connues ou inconnues, mais d'exception, qui par leur exemple nous donnent envie de nous approprier le monde, d'inventer nos vies et de bâtir une humanité meilleure, plus tendre, plus fraternelle, plus solidaire, bref, de vivre mieux ensemble. Aujourd'hui, nous recevons Christine Marsan pour son livre « Entrer dans un monde de coopération ». Nous parlerons de mutation, d'évolution de l'homme, de la société, des valeurs mondiales, de néo-renaissance, de conscience humaine et d'en finir avec les valeurs guerrières, d'entrer dans un monde nouveau d'humanité. Une fois encore, car nous n'aspirons pas au repos, apportons notre pierre à l'édifice, pensons et rendons les utopies concrètes, renouons avec des idéaux car nous créons ce en quoi nous croyons. Alors autant croire et rêver à la beauté et à une humanité qui permet au meilleur de l'homme de se réaliser. L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure, c'est par chacun et pour chacun, c'est une ode à la vie et à l'espoir, c'est ensemble et c'est maintenant. Bonjour Christine Marsan. Bonjour. Alors vous êtes, on vous a déjà reçu, vous êtes chercheure, consultante, psy et vous œuvrez à changer le monde. Vous avez créé les ateliers de la mutation, les alternatives citoyennes. Nous vous avions reçu pour un livre qui s'appelle « S'approprier les clés de la mutation ». Vous aviez écrit aussi l'imaginaire du 11 septembre et ce livre qui fait suite, donc qui s'appelle « Entrer dans un monde de coopération, une néo-renaissance » et qui est édité donc aux éditions Chroniques Sociales. Alors, est-ce que vous pourriez vous représenter un petit peu? Qui êtes-vous? Je vais parler d'un autre livre qui vient de sortir, mais qui n'est pas le mien. Il y a un livre qui vient de sortir qui est Se changer pour changer le monde. Voilà, je me retrouve tout à fait là-dedans. Et je pense que ce que je cherche à faire, c'est de démontrer qu'en se changeant soi-même, il n'y a que par là qu'on va pouvoir changer le monde. Donc j'essaie de développer ça au travers de différentes activités, de différentes manières. Donc c'est autant ma facette de psy et de thérapeute, de coach en entreprise, d'accompagnement au changement et aux mutations aux entreprises, aussi bien aux associations qu'ONG d'ailleurs, et aussi l'écriture et d'autres activités encore pour essayer de créer des groupes de personnes qui vraiment se remettent en cause, qui revisitent leurs fondamentaux pour ensuite aller rayonner partout où elles travaillent à un autre point de conscience et de capacité de changement. Alors vous incarnez parfaitement la phrase de Gandhi que vous mettez en exergue d'ailleurs dans votre livre « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, c'est ce que vous faites ». Alors aujourd'hui on va parler grâce à votre livre de mutation de la société, de ses paradigmes, de l'homme, de son éveil un petit peu plus, de sa conscience, des nouveaux rapports peut-être qu'on peut créer, d'un projet global que vous évoquez, d'un édifice commun. On verra lequel, pourquoi, comment. Et d'un nouvel humanisme à mettre en place. Alors, au début, pourquoi vous souhaitez changer quelque chose? Quelle mutation qu'est-ce qui ne vous satisfait pas et quelle mutation vous observez et vous souhaitez? Eh bien, si aujourd'hui on pouvait faire le constat que les 7 milliards d'êtres humains que nous sommes sont heureux, qu'ils ont des biens corrects pour vivre, qu'ils ont de quoi manger, qu'ils ont de quoi se loger, qu'ils ont une activité, qu'ils ont une rémunération, qu'ils sont en bonne santé, alors je pourrais aller prendre mes vacances tout de suite.
Voilà, ça m'évite de parler de la clé. Ça me permet simplement de pointer que est-ce que tout le monde est à sa place, à une place, avec dignité, avec intégrité, je suis pas sûre. Donc tant qu'il y a des inégalités qui sont vraiment insupportables parce qu'elles mettent beaucoup de personnes de l'humanité sur le banc, sur la touche, qui n'ont pas droit à rentrer dans un monde qu'on a fait autour d'une surconsommation avec tout un système très libéral dérégulé qui enrichit une petite minorité au détriment de la famille, plus toutes les conséquences environnementales que ça comporte. Les effets sur le climat, on les connaît, sur la pollution et autres. Et à ce titre, je vous invite à aller voir le film Super Trash concernant les déchets. Je pense qu'au bout d'une heure et quelques, on est quand même assez conscient du niveau de notre humanité. Et d'ailleurs, je ne suis pas venue pour ça, mais tant pis, j'en parle. Et c'est bien, vous faites la promo des autres aussi. C'est ça, la néo-renaissance, le nouveau paradigme, c'est ça. C'est la coopération. Voilà, j'en profite de dire que ce qui m'a vraiment absolument choqué, alors dans les images de ce film, il y en a plein qui peuvent choquer, donc on n'est pas embarrassé, mais il y en a une qui m'a énormément choquée, c'est de voir des cercueils qui viennent à la décharge, parce que quand les concessions ne peuvent plus être payées, qu'est-ce qu'on en fait ? On les met à la décharge, et nous on ne le sait pas. Et quand un anthropologue essaie de qualifier une société humaine, qu'il qualifie de civilisée, une des caractéristiques de base, c'est de savoir rapport à la mort, comment on s'occupe de nos ancêtres et quel est le rapport à la mort. Donc je vous laisse déduire la conclusion qu'on peut faire sur notre société compte tenu de cette décharge-là. Voilà. Donc le film s'appelle Super Trash. C'est ça, oui. Et on peut le voir ou le retrouver où à partir de cette semaine, 9 septembre, je vous jure, j'ai pas de royalties. Mais bon, je pense que la personne qui l'a fait, Martin Esposito, je crois que c'est son nom, je m'excuse si jamais j'ai fait une erreur, et a passé 18 mois quand même à aller observer ça. Voilà. Bon, on l'invitera dans l'émission. Voilà, c'est une occasion. C'est ça aussi, ce nouveau paradigme. Pour moi, le paradigme de coopération, c'est exactement ça. Je suis en train de vous parler exactement de ce que j'essaie de faire. C'est-à-dire que même si vous m'invitez, et je vous en remercie, pour parler a priori de votre livre. De moi et de mon livre, j'ai à cœur de montrer qu'on est plusieurs et qu'on peut parler des autres, et que parler des autres, leur laisser de la place, c'est pas disparaître, c'est faire avec eux. Et ça, c'est de la vraie coopération en marche. Alors, vous dites que il y a non seulement des inégalités, un accroissement de notre rôle et de notre action sur la planète, mais qu'on se retrouve un petit peu comme au moment de la Renaissance, un basculement, une charnière de civilisation, comme dirait Huntington et les autres. Alors voilà, moi ce qui m'a amené à ça, d'abord c'est pas nouveau, c'est pas un ouvrage qui arrive comme ça, ça me traverse depuis longtemps. Mon premier ouvrage, c'était En quoi le mal nous rend plus humains, donc je me posais la question, c'est quoi ce qui nous caractérise, c'est quoi l'évolution de conscience, et au moment du 11 septembre, donc j'avais été vraiment très très marquée par l'événement, mais j'ai voulu le regarder avec une lecture symbolique, et cet ouvrage-là est la suite directe, c'est le continuum de ces travaux-là. Qu'est-ce que vous disiez justement dans le livre qui s'appelait L'imaginaire du 11 septembre. Ce que j'avais voulu observer, j'avais voulu regarder l'aspect symbolique de cet événement, donc pas forcément uniquement l'actualité. Et je me suis dit, qu'est-ce qui vient montrer ? Et j'ai bien aimé retrouver une citation de Baudrillard qui dit « c'est un événement mère ». C'est-à-dire qu'il y a eu en 1989 la chute du mur de Berlin qui vraiment marque quelque chose de paradigmatique puisque c'est la chute de l'URSS dans la foulée, donc une nouvelle... De l'idéologie, la fin de l'histoire, comme disait Fukuyama. Et puis donc une nouvelle répartition géopolitique, etc. Et donc... justement, les deux blocs n'étant plus à l'équilibre, pendant quelque temps, il y a eu une montée de l'hégémonie des États-Unis. Et un référentiel culturel, politique, idéologique. Qui s'est dispersé partout dans le monde via tous les médias, dont la télévision, les films et autres, qui nous inculquent un imaginaire bien particulier, auquel maintenant tout le monde veut aspirer, puisqu'il apporte consommation, biens et autres, et reconnaissance au travers des biens. Et il y a eu ce moment du 11 septembre, donc comme si c'était une déflagration des pays du Sud, d'une certaine manière, vers les pays du Nord, pour dire ça suffit, on a besoin d'autre chose. Bon, à part ça, je me suis dit, bon d'accord, et à part ça, ça veut dire quoi d'autre ? En quoi c'est paradigmatique ? Alors déjà, qu'est-ce qu'un paradigme ?
Ça veut dire un changement de modèle de société. Les croyances, les fondements. Voilà, donc c'est issu du langage de la physique quantique. Et en fait, c'est quand on a un modèle, donc là au niveau de la science, mais pareil au niveau de la société, on avait un modèle et puis on arrive à un nouveau modèle. Mais là, en quoi, vous me parlez de renaissance, ce que j'essaie de pousser, en quoi c'est vraiment radical, c'est qu'on voit que toutes les composantes sont en train de bouger aujourd'hui. Ce que je voulais juste dire sur l'ouvrage précédent, c'est que je suis partie interviewer des gens en fait dans la rue, dans différents pays, dans différentes villes, et je leur ai demandé comment ils vivaient cet événement, qu'est-ce que ça représentait pour eux. Et ce qui m'avait marqué, c'était l'impuissance généralisée des personnes que j'interviewais. Et c'était vraiment délibérément au hasard. Donc j'ai eu autant des personnes dites intellectuelles que la personne, le citoyen lambda de la rue dont je ne sais pas quelle est sa fonction, son rôle. Et il y avait quelque chose de l'ordre de c'est insupportable, c'est pas le seul événement de ce genre peut-être, mais c'est pas le seul événement qui arrive à l'humanité, donc pourquoi celui-là ? Et face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et l'impuissance à concevoir quelque chose de global. Donc les gens, se sentant impuissants à changer la politique et la géopolitique, se sont dit, revenons à nous-mêmes, revenons dans l'intime, revenons dans le local. Et j'ai vu se préfigurer un changement majeur venant par la base. Donc ça, c'était en 2001, c'est rédigé en 2001. Fini en 2002, et celui-ci, donc c'est quelque part 10 ans après, à un an près, et je me suis dit, qu'est-ce qu'il advient de ça, qu'est-ce qu'il en est ? Et effectivement, on voit quelque chose d'un surgissement extraordinaire partout sur la planète, de personnes qui portent des initiatives, qui portent des actions, et qui sont faites par les citoyens. C'est les citoyens qui prennent à bras-le-corps un problème, et qui disent, maintenant il faut trouver une réponse, allons-y, tout seul ou ensemble, mais allons-y, faisons quelque chose. Et on voit émerger, c'est par exemple les monnaies alternatives, c'est par exemple tout ce qui écho quelque chose. Des jeunes veulent voyager, ils n'ont pas les moyens. Hop, couchsurfing, covoiturage. Voilà. Et donc il y a une réponse par les citoyens par rapport à des problématiques données qui amène via Internet les moyens de coopérer et qui révolutionne les pratiques traditionnelles. Mais nos médias ne parlent que de l'autre modèle, du modèle visiblement dominant. Et en fait, je reprendrai le proverbe africain pour ça, pour dire qu'on entend l'arbre qui tombe, mais on ne voit pas pousser la forêt. Et moi, je suis une des personnes qui porte le fait qu'il y a une forêt immense qui pousse, pleine d'espoir, pleine de réalisations concrètes. Alors des choses marchent moins bien, on s'en fiche, ça pousse de partout. Par contre, souci pour les baobabs et les grands chênes qui sont quand même un peu en train de se craqueler et qui eux passent leur temps à virer des gens, à perdre leurs ressources quand même les uns après les autres. Alors on passe vers quel type de nouveaux rapports ? Donc la coopération, la co-construction, on en entend parler un petit peu partout. C'est juste un discours, ça correspond à des vrais actes, des vraies initiatives, des rapports humains totalement changés ? De qui ? De tout le monde ? Alors, soyons réalistes, parce que certaines personnes vont supposer qu'on est dans un idéalisme, un utopisme, ou qu'on ne regarde pas la réalité telle qu'elle est. Faux. La réalité est composite, elle l'a toujours été. Donc là, on a plusieurs, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer au début quand je parlais de mutation de la société, au travers de différentes disciplines pour en rendre compte. On a plusieurs modèles de société qui sont en même temps et qui se percutent. Donc on a des personnes archi-traditionnalistes qui sont à vouloir maintenir des valeurs qui segmentent les hommes et les femmes, qui segmentent les régimes matrimoniaux, qui segmentent les différences. Ce que vous baptisez les conservatismes ou les conservateurs. Donc voilà, ces personnes sont toujours là, et il y a même un regain de par les effets de crise et les effets de médiatisation sur les peurs, où les gens se replient sur eux-mêmes et ça exacerbe tout type
xénophobie et de haine de l'autre. Donc ça, c'est un point. On a au milieu toute une partie de la population qu'on appelle les modernes, c'est-à-dire qui sont pour le progrès, qui nourrissent le système tel qu'il est et qui vont être dans la consommation. Et donc on va avoir les postmodernes. Mainstream. Voilà, on dirait ça comme ça, le mainstream. Et puis il y a toute une partie de la population qui, alors soit par conscience, c'est-à-dire délibérément conscients par eux-mêmes en fait, de changement, prise de conscience individuelle, ou par la nécessité, ou par les deux, qui dit non mais c'est pas possible, comme ce jeune garçon qui est allé faire ce film, qui dit non mais c'est juste pas possible, quoi, il faut faire quelque chose. Et donc et les gens commencent à faire. Et ils font. Alors, le fait qu'il y ait moins de ressources pour certains, ça amène vraiment un système D, on l'appellerait comme ça précédemment, mais qui explose sur la planète grâce à Internet. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible aujourd'hui d'envoyer dans n'importe quel type de médias, je ne vais pas rentrer dans le détail, une demande et d'avoir des tonnes de gens qui se groupent. Donc, on a une révolution de la connaissance avec le principe wiki. C'est-à-dire la décision de partager la connaissance gratuitement. Et en plus, le côté free qui se développe. Mais en plus d'être co-élaboré, effectivement gratuitement et sans qu'on sache même le nom des contributeurs. Donc là, on est vraiment dans une révolution qui remet en cause le droit de la propriété, il y a plein de choses qui sont remises en cause, mais une volonté de partager et de construire quelque chose. Donc il y a ça, il y a donc tous les sites dont on parlait qui vont permettre de partager des choses, l'utilité. Donc là, on est dans les économies de fonctionnalité où on va plus être dans la possession d'un objet, mais on va plutôt se soucier de son usage. De la valeur d'usage. Voilà, ce qui permet, si j'ai pas les moyens d'avoir une perceuse, au lieu de vendre 10 perceuses, on va en avoir une et on va la louer. On voit tout de suite les implications sur les industriels derrière et comment le modèle économique va être revisité. Parce que du coup, les paradigmes de vente, d'achat, vente, compétition sur des produits vont devoir être revisités, puisque si vous avez une perceuse qui est partagée ou partageable entre 10 ou 20 ou 100 foyers, c'est pas la même logique qu'en vendre une par foyer. Donc peut-être qu'il va falloir travailler sur le facteur d'obsolescence. Absolument. Et commencer à penser globalement, c'est-à-dire qu'en faisant ça, on a un gain global collectif, on a moins de CO2, on a moins d'externalités négatives, mais on n'est pas simplement sur la consommation, l'économie, et dire il faut relancer l'économie. Non, on pense global, on pense à l'usage, la planète, etc. Et ce que vous êtes en train de dire quand on dit on pense global, et c'est ça que j'avais poussé, et je vois que c'est à l'œuvre, j'en suis ravie, et continuons à pousser le bouchon, c'est que cette pensée globale n'est pas faite par nos politiques, elle n'est pas faite justement par ceux qui auparavant pensaient le global. Elle est faite par les citoyens qui disent maintenant ça suffit, il faut qu'on fasse autrement, par les citoyens, les ONG qui poussent les modèles économiques, les grandes entreprises et les dirigeants à se bouger, excusez-moi de l'expression. Donc voilà, on a quelque chose qui est, oui, on est en train de faire des expériences locales qui ont des répercussions globales, mais on a une pensée en fait politique par les citoyens qui ne sont pas forcément organisés en tant que tels pour la pensée. Donc on a cette mutualisation des connaissances par le moyen d'Internet, mais par des outils émanant effectivement de l'open source et puis par des formes telles que les wikis et tout ce qui advient derrière. On a ensuite les réseaux sociaux où on sait qu'on peut partager tout et n'importe quoi, mais dont on voit l'évolution. Moi, j'ai regardé l'évolution sur Facebook. Alors certes, il y a aussi des algorithmes qui font qu'on ne voit plus en quelques années la même variété de population qu'on avait dans les premiers temps où on s'inscrivait à Facebook. Donc là, maintenant, on n'a que ses amis d'amis. On ne peut pas avoir des gens très, très différents. Néanmoins, j'observe qu'il y a de moins en moins de gens qui disent qu'ils vont se laver les dents et qu'ils vont aller se coucher bonne nuit. On a quand même aussi beaucoup de personnes qui passent des informations utiles, qui transmettent, c'est ça. Donc, il y a une reliance de conscience de par les informations partagées. Et ça a un effet, même si c'est un pouillème dans l'effet de montée de conscience, quand même.
les informations sont sues. Alors la grande question, c'est de savoir ce que derrière ça déclenche des actions. Alors ça, c'est très labile. Pour les actions, on se rend compte qu'il est vraiment nécessaire de revenir à se retrouver, se rencontrer. Et il y a un effet de saturation du virtuel et une envie de présence et de présentiel entre certaines personnes pour justement faire des choses concrètes. Mais néanmoins, c'est extraordinaire de se dire qu'avec les outils qu'on a, là par exemple, dans 2 ou 3 semaines, je vais aller au Canada. On a préparé évidemment tout via Internet, par Google ceci, enfin voilà, on prépare tout très facilement, ce qui fait que les coopérations peuvent être faites instantanément, facilement, à travers des acteurs du monde entier, dans toutes les langues. Donc voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une accélération, mais pour le coup positive et au service d'un changement de monde. Parce que là, vous êtes déjà dans une pensée globale, systémique, hein, et vous parlez donc de reliance. En quoi le fait d'avoir une conscience du système, d'un système complexe, et d'œuvrer dedans, accroît la reliance? Au lieu d'être... Et aussi déjà, qu'est-ce qu'un système et qu'est-ce qu'un système complexe? Eh bien, un système, on va prendre simple, on va prendre une famille. Donc une personne, on voit bien, un couple, on voit bien, dès qu'on commence à voir des grands-parents, des enfants, des oncles et tantes, etc., ça fait un groupe de personnes dont on va considérer que c'est un système parce qu'ils sont en interrelation les uns et les autres. Et de la même manière que la toile d'araignée, quand une des personnes du système agit, les autres étant interreliés comme la toile d'araignée, le moindre mouvement sur un côté de la toile, donc du système, agit sur tous les autres. Et donc, on peut avoir des effets de rétroaction, de réponse, si vous préférez, d'autres acteurs. Et donc, sans arrêt, le système va rechercher un nouvel équilibre, une certaine homéostasie. Et va s'adapter à toute action. Et va s'adapter et va se réadapter. Alors, c'est les 2 mots-clés de l'analyse systémique, de la pensée systémique, c'est interrelation, tout est relié, et interaction. C'est ça. Dès qu'il y en a un qui agit, ça agit sur le système et sur les autres. C'est ça. Et donc, ce qui est de merveilleux, et donc, quand je vous disais par rapport à l'ouvrage de 2001, par rapport à 2013, on a vraiment un gap d'utilisation d'Internet qui est flagrant. Les technologies ont évolué, la rapidité de transmission des informations a évolué. Et du coup, on voit aussi une accélération majeure de l'utilisation des moyens pour bouger la conscience. J'adore un exemple en particulier, c'est Ahvaz. Quand j'ai commencé l'ouvrage, ils étaient à 6 millions, puis après à 10 millions, puis après à 13 millions. Et là, je crois qu'ils sont quand je l'ai fini pour l'édition, donc pour le mettre à jour en 2013, ils étaient à 20 millions. Et là, j'ai regardé par curiosité, ils ont passé les 26 millions. Enfin, c'est une croissance exponentielle extraordinaire. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, en très très peu de temps, on a 26 millions de personnes qui peuvent se mobiliser pour des causes. Et comme, par exemple, la Commission européenne ne considère une pétition qu'à 1 million de personnes, mais il n'y a pas de souci. Groupons-nous. Que ce soit Havas, que ce soit Change. Oui, après il y en a d'autres. Tout à fait, il y en a d'autres. C'était pas pour faire la promo d'un seul. Millions, mais c'est juste pour montrer. Il y a des moyens d'action, des champs qui se relient. On a un petit peu plus une conscience, peut-être, dans ce monde en mutation, de l'unité. On est dans le monde, on peut agir dessus, le monde agit sur nous, mais il faut penser que tout ce qu'on fait rétroagit sur nous et agit sur le monde. Et c'est là que le changement est important, c'est-à-dire qu'on prend vraiment conscience que boire dans un verre en plastique, eh ben, qu'est-ce que j'en fais une fois que je m'en suis débarrassée? Donc on l'oublie, il s'en va, on ne le regarde pas. On le réutilise pour chacun des invités voilà, ici. On le réutilise. Ouais, on est très développement durable, c'est pour ça. Et du coup, c'est en papier. On prend conscience de qu'est-ce qu'on en fait, et là on va voir effectivement, alors pas le même film, un autre qui va montrer les excès de plastique au fin fond du Pacifique, évidemment là où on ne le voit pas, donc on n'en a pas conscience. Et ce qui amène, tout à l'heure je parlais d'économie de fonctionnalité, ce qui amène aujourd'hui à l'économie circulaire, où on se rend compte qu'on est tellement interreliés, on est tellement en interconnexion, et que quoi qu'on fasse, ça a des effets, mais pas uniquement dans notre système humain, mais le système de tous les règnes du vivant et de notre planète, et que si on n'y fait pas attention, on bousille notre planète pour nous-mêmes et évidemment pour
pour nos enfants. Eh bien, cette économie circulaire, elle dit quoi? Elle dit, mais soucions-nous des matériaux que nous utilisons pour qu'ils soient au maximum à l'identique ou à l'instar de la vie, donc avec l'approche biomimétique, pour qu'on puisse être dans le recycler au maximum. La nature, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a pas de centrale de déchets, Donc, elle recycle. Tout sert à tout, absolument. Donc, après avoir méprisé la nature, mais ça, c'est notre conditionnement judéo-chrétien et pas que, et la philosophie des Lumières, il y a contribué aussi à sa manière, c'est de vouloir dominer la nature. À un moment donné, c'était tellement difficile, et ça peut se comprendre selon les époques, de subir les maladies, de subir les hécatombes des pestes et autres. On peut comprendre qu'on ait eu envie de domestiquer. De domestiquer la nature. Donc, seulement on est allé trop loin. C'est-à-dire qu'on s'est pris déjà pour faisant plus partie de la nature, étant au-dessus, pouvant la dominer. On a juste oublié qu'on en faisait partie. Et du coup, on s'est coupé d'elle, on s'est coupé des rythmes, on s'est coupé de plein de choses. Et on s'est coupé de l'évidence que toutes les réponses dont on a besoin dans notre quotidien, on les a dans la nature. Par exemple, si je regarde l'isolation de cette salle, elle est quand même bien inspirée des alvéoles qu'on va trouver soit chez les abeilles, soit autres. En tout cas, on peut trouver toutes les modalités dont on a besoin, que ce soit en termes de chauffage, que ce soit en termes de lumière, que ce soit en termes de conductivité, que ce soit en termes de récupération d'eau, enfin, quoi qu'on puisse envisager, si on regarde la nature, on va avoir des réponses. Et pourquoi je vous parlais tout à l'heure de coopération, c'est qu'on va on va utiliser en fait des compétences maintenant pluridisciplinaires pour répondre à cette complexité du monde. Donc on va avoir besoin des talents du biologiste qui va apporter ses connaissances pour aller vers le biomimétisme, mais qui va avoir besoin sans doute du sociologue pour comprendre comment les humains fonctionnent, qui va avoir besoin d'interagir avec l'ingénieur qui va lui-même faire telle ou telle recherche appliquée. Voilà, donc ça aussi, cette complexité du monde nous force à être transdisciplinaire et du coup, ça nous amène à avoir d'autres comportements. Alors, vous nous dites d'ailleurs qu'il faudrait éduquer ou élever nos enfants et nous-mêmes à cette transdisciplinarité et qu'on développe d'ailleurs non seulement cette vision globale, transdisciplinaire, mais aussi qu'on travaille sur nos différents quotients, qui soient intellectuels, émotionnels. Vous en avez déterminé 5. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels et comment on peut éduquer à ça? J'ai juste essayé de m'en rappeler déjà pour commencer. Oui. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'en fait, donc parlons déjà d'école. Donc c'est pas nouveau, ça fait un bon moment que des tas de personnes comme Steiner, Montessori et autres ont cherché à dire mais éduquons-nous à autre chose et autrement. Donc si depuis notre temps d'enfance, on n'était pas en permanence boosté à la compétition, à la guerre entre nous et shooté par la vidéo et les jeux et autres à la violence, on aurait la capacité à manifester d'autres valeurs. Alors je sais qu'on y reviendra, des valeurs plutôt de paix qui sont sous-jacentes à la coopération. Et on a parlé juste avant de complexité, donc il est vraiment possible, si on le souhaite, de réaliser une éducation des nouvelles générations au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors, on a vu qu'en insufflant à peine un petit peu de conscience de l'écologie, comment ce sont les petits qui, dans les foyers, élèvent leurs enfants à faire du tri sélectif. Donc voilà, il suffit de mettre une notion. Les petits qui en remontrent aux parents, qui leur disent « Ah, ça, c'est dans telle poubelle. » et voilà. C'est ça. Donc, il ne faut pas grand-chose pour que les enfants soient effectivement nourris des bonnes choses pour notre société. Donc, si on voulait, on pourrait. C'est juste une question de projet politique. Et là, il n'y a pas encore un seul gouvernement qui a eu envie de s'y risquer. Et je comprends pourquoi, parce qu'au niveau politique, la complexité, c'est pas rien non plus. Les interrelations aussi sont difficiles à gérer. Néanmoins, il faut une vraie intention politique pour que ce genre de décision soit prise. Pour changer les modes éducatifs. Et donc, alors, les différentes... Voilà, les différentes... Je vous ai même retrouvé la page pour nos auditeurs. Page 245, les 5 formes différentes de compétences.
intelligence? Alors la première, je reviens sur l'intelligence tout court, telle qu'on a l'habitude de la nommer. Et donc, je souligne le fait... donner de l'intelligence aux gens? Non. Stimuler les différentes facettes de l'intelligence habituelle que nous avons. Pourquoi? Parce que la complexité dans laquelle on est implique des changements de comportement et des changements de cognition dont il serait tout à fait pertinent de savoir comment ça marchait avant, comment ça marche maintenant et quelles seraient les compétences à acquérir. Voilà, et pour l'instant, on est encore en train d'observer les jeunes générations, les natives, pour voir comment ils se comportent avec le digital et autres. Mais en tout cas, ça me paraît tout à fait important de regarder ça. D'être dans une historicité, de savoir l'expérience, les tendances, voilà, d'où on vient. Et puis surtout de ne pas être dans le jugement moral, de dire telle compétence c'est bien, c'est pas bien, est-ce qu'il y a une réalité de baisse de concentration ou pas, à vérifier, et du coup, quelles nouvelles compétences cognitives. La deuxième, c'est donc l'intelligence émotionnelle telle qu'on l'a déjà entendue. Donc ça, c'est une évidence. Si on ne sait pas communiquer avec les autres, si on ne sait pas écouter, si on ne sait pas faire preuve de bienveillance, d'empathie, on ne peut pas coopérer. Voilà, donc on ne peut pas faire évoluer son leadership non plus. L'intelligence de complexité, vous me posiez la question, c'est quoi la complexité, c'est quoi la systémie? Pour moi, c'est une évidence qu'il faut être éduqué à ça, comprendre que nous sommes partie prenante de la vie, que nous sommes en interrelation avec absolument tout, même avec le minéral pour certains, même s'ils ne le croient pas. Donc on peut être en interaction avec tout. Donc le tout, c'est d'en avoir conscience parce que ça va déterminer notre place dans le monde. On ne va pas être la même personne selon qu'on se croit au-dessus de la nature ou selon qu'on en fait partie. Donc ça conditionne tout. Ça conditionne nos représentations, nos manières de voir le monde, d'interagir avec les autres règnes, avec les autres êtres humains. Et penser qu'on n'est pas les seuls au monde et voilà, qu'on n'est pas le centre du monde. Cet apprentissage de la complexité, c'est quelque chose qui se développe dans les cursus entrepreneuriaux. Donc nos auditeurs entrepreneurs seront particulièrement sensibles à ça, parce que quand on est dans les projets entrepreneuriaux, quand on est entrepreneur, il faut prendre conscience de ce monde, de notre environnement, et puis des interactions et des interrelations. Donc c'est quelque chose, je pense, qui va parler. Mais c'est pas suffisant, il n'y a pas que ça. La manière dont c'est approché en entreprise, c'est essentiellement par le développement durable, qui va faire prendre conscience des différentes parties prenantes et qu'une entreprise n'est pas seule sur un territoire, des interconnexions et autres. Donc là, effectivement, il y a un champ... Attention, je parlais des entrepreneurs, pas forcément des entreprises. Bien, messieurs et mesdames les entrepreneurs... Voilà, en tout cas sur cette interconnexion, c'est vraiment important de voir que selon comment je considère l'entreprise d'à côté, selon le regard que je pose sur le territoire, je peux faire des choses sans doute différemment. L'autre intelligence dont je parle, c'est celle du sens et de la spiritualité. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Une entreprise, si elle n'a pas de sens, si elle n'a pas de vision, si elle n'a pas une raison d'être qui porte les personnes, ça peut ne plus suffire. Il y a un certain nombre de personnes dans les nouvelles générations qui ne sont pas suffisamment nourries par le fait qu'une entreprise produit tel ou tel bien ou service ou a comme objectif d'être pérenne et de gagner de l'argent. C'est tout à fait nécessaire, mais ça n'est plus suffisant. Donc il y a une volonté de sens, il y a une envie que l'action au quotidien d'une personne, soit-elle salarié, manager ou autre, puisse s'inscrire justement dans une interaction avec les autres composantes de la vie, qu'il y ait une résonance... Le monde, pour être utile au monde. C'est ça, pour être utile au monde, qu'il y ait une résonance entre personnel et professionnel, alors que certains ont du mal, ils se disent « mais mes valeurs sont à la maison et au travail, j'arrive pas à les porter, etc. » Spiritualité, soyons clairs, je ne parle pas de religion, je ne parle pas d'une spiritualité en particulier, je parle de transcendance. Nous sommes des êtres humains reliés à la terre par nos pieds et reliés au ciel, à la transcendance par notre posture et le fait que nous ayons la tête vers les étoiles. Et en fait, on a une envie de transcendance qui va se manifester différemment selon chacun. Besoin de croire, besoin d'avoir un idéal de vie, besoin d'être nourri de quelque chose qui transcende l'iPhone, qui est pourtant tout à fait utile, mais qui peut-être ne suffit pas pour donner du sens à la vie. Donc voilà, la question est de savoir comment on y répond et comment, précisément, puisque vous parlez d'entrepreneur, comment un dirigeant peut insuffler quelque chose qui peut apporter une réponse même dans cette dimension-là. Alors on verra justement un petit exemple que vous mettez en exergue pour le leadership. On va terminer sur
Voilà, différentes formes d'intelligence. Et la dernière dimension, c'est ce que j'appelle le quotient relationnel, qui est différent pour moi de l'intelligence émotionnelle, c'est les capacités à coopérer. C'est-à-dire c'est tout un apprentissage. On n'apprend pas à coopérer comme ça. Donc comment on coopère, comment on fait de l'intelligence collaborative, comment on travaille en réseau, voilà, comment on travaille entre compétiteurs, voilà, et quel leadership on va pouvoir manifester par rapport à ça. Alors on va revenir justement sur les deux points, à la fois la coopération, comment est-ce qu'on passe d'un vocabulaire, d'un mode de comportement plutôt guerrier à celui de comment on va vers la paix, la coopération, la production ensemble, la production d'un commun. Et vous mettez en exergue l'exemple de Korsak Sherazmizak. Alors, il est président de 7-Eleven, qui est une chaîne de distribution de produits alimentaires, etc., en Thaïlande. Alors, pourquoi son exemple est intéressant pour le leadership, mais pas que? Alors ça tombe bien, je vais faire la pub de quelqu'un d'autre encore, à la fois de ce monsieur et de l'ami qui l'a présenté en France et qui a traduit, qui a fait un ouvrage sur lui, qui s'appelle Sophie Faure. En fait, elle est allée chercher ce monsieur et moi je l'ai rencontré, j'ai trouvé que l'exemple était tout à fait intéressant pour montrer comment on peut réunir à la fois l'entrepreneuriat, la performance, la réussite business et la capacité à coopérer, la capacité à mettre de l'humanisme dans son activité, et il va lui jusqu'à mettre de la sagesse qu'il a empruntée. Il a fait un mix entre le Tao, entre les différentes spiritualités asiatiques, donc bouddhisme, taoïsme principalement et confucianisme. Et donc comment il est arrivé à faire quelque chose et à gérer son entreprise qui est donc maintenant avec un certain nombre de magasins, donc c'est important, presque quand même plusieurs millions de je ne sais pas quelle monnaie locale, mais voilà, quasiment milliards de dollars. Et donc c'est simplement pour montrer que c'est possible. C'est pas une utopie, c'est pas un rêve en l'air. Mais ça veut dire quoi, mettre de la sagesse dans une entreprise, de la sagesse, du sens et de la spiritualité? Concrètement, il a fait quoi? Eh bien, c'est dans l'approche, c'est-à-dire que par exemple, il va peut-être avoir un postulat beaucoup plus bienveillant que d'autres. Ça me fait faire écho, là aujourd'hui j'aurais fait la pub à tout le monde, hein. Ça me fait penser à d'autres amis qui s'appellent les entreprises humaines par exemple, qui ont eux à cœur, donc eux ils sont à la petite taille de la France, mais qui ont à cœur de dire est-ce qu'il est possible de diriger une entreprise, de faire du business, de gagner de l'argent, d'être pérenne, tout en tenant compte des salariés, de leur bien-être, de leur portée, de concilier une vision d'entreprise avec une raison d'être et avec du sens, de faire en sorte que les personnes se sentent bien là où elles sont, de vraiment créer un espace, et ça c'est ce que j'appelle moi le leadership de facilitation dont on a besoin, c'est créer les conditions un peu comme un chaudron, un calice, un Graal. Bref, un chaudron. On vous voit venir, dis donc. Qui permettent en fait de poser les conditions pour que les autres se développent. Et donc les personnes, quand elles sont plus en train sans arrêt de subir quelque chose qui est le leader, je sais, c'est comme ça, faites comme ci, etc., mais qui pose des conditions d'émergence d'autre chose, de ce qu'on appelle l'intelligence collaborative, c'est juste merveilleux parce que vous avez un problème et vous faites une bourse d'échange de problèmes au sein de l'entreprise, mais vous pouvez aussi le mutualiser avec d'autres entreprises, voire même avec des concurrents. Et vous trouvez des solutions et chacun revient à sa place sans forcément s'être marché sur les pieds. Je peux parler que de ce que je connais vraiment bien. Moi, j'observe la manière dont on s'y prend dans notre métier de consultant pour être beaucoup plus dans des paradigmes de collaboration, enfin entre quelques-uns. C'est-à-dire de vraiment déposer, de dire tiens, voilà, j'ai rencontré telle personne, ça a vraiment super marché, j'aurais vraiment voulu faire ça avec elle, mais c'est ton client, donc j'aimerais bien travailler avec cette personne et avec vous. Est-ce que vous en êtes d'accord? C'est quelque chose qu'on observe. On a reçu un certain nombre aussi de consultants où on observe beaucoup ça, où on n'est plus forcément dans une concurrence, essayer de piétiner l'autre, mais de dire tiens, on va développer des idées, des concepts, si ça peut être repris par d'autres en plus ou développé avec d'autres, c'est très bien. On n'essaye plus d'être simplement dans son petit précaré, ce qui pousse à la créativité, à l'innovation, donc ce qui est bon et vivifiant.
Et puis, comme on intervient dans les entreprises, même si c'est pas forcément sur tel ou tel point qu'on va nous solliciter, mais le fait simplement qu'on soit intervenant avec ces postures-là, eh bien, on va semer des graines. C'est-à-dire que si nous-mêmes nous le faisons, si nous marchons notre parole, il y a des chances que ça puisse aider les autres. Et toute humilité, parfois on a le complexe de supériorité de croire que parce qu'on est coach, consultant, je ne sais quoi, nous on sait pas du tout. Et de découvrir avec éblouissement, émerveillement, enfin, de voir qu'on rencontre des managers qui savent même pas et des entrepreneurs qui sont bien plus avancés que nous, et donc d'aller les écouter et d'apprendre d'eux, ça c'est juste merveilleux, et qui continuent à croire qu'on peut leur apporter quelque chose, donc apparemment on doit avoir quelque chose qui peut servir encore, et de commencer à co-créer vraiment. C'est pas le client, le fournisseur, c'est vraiment de co-créer main dans la main et de dire voyons, et qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, chacun innovant. On a des entrepreneurs qui osent la méditation, mais si, juste parce qu'ils ont compris. Alors on va appeler ça mindfulness, ça ira beaucoup mieux. Ce mindfulness étant porté par des psychiatres, ça passe beaucoup mieux, mais c'est la même chose, soyons clairs. Mais ça sert à quoi de méditer dans les entreprises ? Eh bien, par exemple, imaginez que vous me disiez quelque chose de désagréable. Plutôt que de réagir, ça va me permettre, si j'ai une pratique de mindfulness, donc de présence à moi-même, de pouvoir me distancier, ça fait partie des intelligences dont j'ai dit qu'il fallait qu'on les développe, de me distancier de ce que je ressens pour être en capacité de faire autre chose que de réagir. Et d'arriver à comprendre ce que vous me dites si vous m'agressez et que vous me dites en fait, je sais pas moi, que vous êtes frustré, pas content, j'en sais rien. Donc voilà, tout simplement ça va m'apporter une présence qui va m'être utile dans toutes mes activités. Ça permet de sortir de la pensée binaire et d'être dans la pensée ternaire. La pensée du « et », chère à mon cœur et à mes écrits. Et non plus celle du « ou ». Alors c'est quoi cette pensée du « et » ? C'est bien, vous devancez mes questions, c'est très pratique. C'est ça, on se laisse inspirer, voilà. Je vous guide mentalement, en fait. Je n'ai plus besoin, vous voyez, c'est ça, cette nouvelle génération, ces nouveaux comportements. On n'a plus besoin de se parler, nous sommes portés par un esprit commun. Alors, pour la télépathie, on fera une autre émission. Bien que les chercheurs dans tous les domaines n'apprécient pas des hypothèses qu'ils ne pourraient pas vérifier, évidemment, il y a des travaux sur la télépathie. Et ça serait amusant. Il y a quelque chose. Des chercheurs mais là-dessus. il y a. Alors, je fais de la pub encore pour quelqu'un d'autre. Allez voir dans Up Magazine et vous trouverez une des expériences faites sur la télépathie entre. Télépathie, télépsychie. Là, c'était décrit télépathie. Bon, d'accord. Ceci étant posé, où étions-nous ? Entre la pensée du ou et la pensée du et. Exactement. Alors, pour moi, le monde de la compétition, on est dans la pensée du ou, c'est-à-dire vous êtes là, je suis là, et on est bien distinctes. Bien. Ça va rester jusqu'à la fin de l'émission quand même, qu'on va rester distincts. Arrêtez, vous me troublez, arrêtez. Et la pensée du et, ça va être simplement de dire, est-ce que, au lieu d'être dans cette compétition, cet affrontement, de l'un à la place de l'autre, et si on faisait ensemble, et si on pouvait inventer quelque chose qui soit au-delà de l'opposition. Donc, comme ça, je sais que c'est cher à vos sujets. Dans la tradition avec un grand T, on parle d'unité. Donc d'unité qui serait dans le grand tout, si je fais référence au Tao. Donc quelque chose qui est avant la matière, qui serait l'unité. Dès l'instant que ça rencontre la matière, c'est-à-dire dès l'instant qu'on s'incarne sur Terre, on se différencie au minimum entre hommes et femmes, jour, nuit, enfin voilà, il y a quelque chose qui se distingue et on est dans une réalité que nous expérimentons qui est de l'ordre du binaire, précisément de la dualité. Et en même temps, on garde une nostalgie, non ça c'était pour rire, mais on a une espèce d'appétence, d'envie, de rêve, d'infini, de perfection, relisons Platon. Donc il y a quelque chose de sublime, de transcendance, tout ça. Il y a peut-être quelque chose au-delà du deux. Et donc, on a une appétence pour retrouver l'unité. Et partant, nous, de la dualité, la seule chose qu'on puisse faire, du coup, ça sera du ternaire, du 3, qu'on va retrouver dans toutes les spiritualités au passage. Et quand c'est compliqué tout ce que vous nous dites, ça. Le 1 qui donne le 2, qui donne le 3, qui donne le 1. Bon, je résume. Donc la compétition, c'est qu'on est deux. Et quand on veut aller vers la coopération, on va chercher à dépasser cette compétition. Et du coup, on va inventer quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre qui nous permet de nous relier. Troisième voie. Eh ben, voyez,
La troisième voie, ce sera la voie du « et ». Voilà, et donc là, on fait le lien aussi avec, avec la pensée orientale. La pensée orientale que tout le monde voit très très bien résumée dans le symbole du yin et du yang. Donc principalement, je fais passer l'eau à mon voisin. Principalement, merci donc vous voyez de générosité et de, j'allais dire, de compassion et de coopération. Noir et blanc dans lequel on a un petit rond blanc dans la sphère noire et un petit rond noir dans la sphère blanche. Et si vous regardez bien, qui est bien séparé par un trait. Mais notre pensée binaire va nous amener tout le temps à envisager les choses en étant une chose ou une autre. Et on a complètement zappé le sens même de ce symbole et l'esprit même en fait de la pensée orientale, qui est très bien résumé par François Cheng et une pub de plus une, qui dans ses écrits sur la peinture chinoise montre que la beauté d'une peinture chinoise, surtout quand elle est en noir et blanc, il va y avoir les traits en noir, et ce qui va la mettre en exergue, c'est ce vide, c'est ce blanc qui va valoriser, qui va magnifier le noir. C'est donc l'intérieur et l'extérieur. Ils ne travaillent pas que sur une toile ou sur un papier, mais ils prennent en considération tout ce qu'il y a autour. Oui, mais c'est pas tout à fait ça que je voulais dire, c'est que... C'était juste un ajout. Il dit en fait que l'essentiel est dans le vide. Donc dans ce souffle entre une situation et une autre. Et donc dans le yin et le yang, ce trait qu'on voit entre les deux mentionne en fait, montre cet espace, ce tiers, ce souffle, ce vide qui est possible entre le 1 et le 2, sans quoi il n'y aurait pas de passage d'une chose à une autre. Donc ça, on a beaucoup de mal à le comprendre, nous, parce qu'on n'est pas câblé là-dessus. On a été câblé dans nos représentations et dans le binaire, dans l'opposition. Alors on a été câblé justement, c'est une grosse partie de votre livre où vous dites qu'on est à la fois dans un agir, mais aussi un vocabulaire intégré, imprégné, guerrier. Et que la coopération, c'est aller non pas vers l'art de la guerre, mais vers l'art de la paix. Alors, vous pouvez nous donner quelques exemples de ce vocabulaire, comment on le change, quelle est la troisième voie ternaire, peut-être celle de l'optimisme, de la paix, et j'ai noté le terme que je ne connaissais pas, de l'irénologie. Oui, c'est la science de la paix. Alors le vocabulaire guerrier, on va entendre facilement des gens qui vont parler de guerrier spirituel, sans que ça gêne personne. On va dire qu'on est des légions. On va dire qu'on est armé pour aller faire je ne sais pas quoi. On va déclencher les hostilités, on a une fenêtre de tir, etc., etc., etc. Donc si on regarde bien notre vocabulaire quotidien, il est très émaillé comme ça d'expressions issues de la guerre. On lutte pour. Et parfois, on est carrément démunis pour savoir ce qu'on pourrait bien mettre à la place. Donc, déclencher les hostilités, on peut déclencher les festivités, ça va beaucoup mieux. Mais c'est tout un apprentissage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va dire à la place. Et par exemple, j'ai regardé combien il pouvait y avoir de la résistance de certaines personnes à employer les mots d'engagement. Au lieu de lutter contre quelque chose, je pourrais m'engager pour. Mais il y a une espèce de valorisation de lutter contre qui serait plus fort que s'engager pour. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très important, c'est quel mot je choisis, qu'est-ce que je valorise, quel est le poids de tel ou tel mot que je vais employer, et qui va avoir un effet quand même déterminant ensuite sur mes représentations et du coup sur mes dires et sur mes actions. Dans les philosophies orientales, d'ailleurs, il est dit que nous sommes ce que nous disons. C'est ça. Donc c'est pas mal de réfléchir à ce que nous disons. Donc ce vocabulaire de paix va être essentiel. Ces valeurs de paix qui vont conditionner une façon de s'exprimer avec des mots et des valeurs de paix va conditionner un comportement de coopération. On ne peut pas être dans la coopération et passer son temps à dire qu'on lutte contre et qu'on s'arme pour. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. La notion le lien entre la paix et la coopération. Donc ce que j'ai voulu montrer dans l'ouvrage, c'est vraiment un lent
lent chemin de la conscience vers la paix. Donc plus on est conscient de la violence, c'est ça qui nous a fait évoluer. On est parti de violences qui étaient très physiques, contre lesquelles on a voulu lutter, je fais exprès, donc pour lesquelles on a cherché à avoir des réponses. Voilà, je vous fais les travaux pratiques. Et on s'est rendu compte qu'on a, comme le dit Norbert Elias, fait une civilisation des mœurs. Donc on a voulu sortir de l'épée qu'on plantait dans son voisin dès qu'il nous dérangeait, et on est passé du coup au langage de cour. On est passé à quelque chose qui était peut-être physiquement moins violent, quoique, et on est passé du glaive au poison. Bon, donc on a eu tout un temps où on est passé par la manipulation, par les attitudes de cour. Je vous rassure, les violences physiques n'ont pas disparu et les manipulations non plus, et les poisons non plus. Mais la conscience que ça n'est pas normal, si, ça a changé. On n'a plus d'exécution sur la place de Grève à Paris, par exemple. On ne torture plus les gens en France, normalement. Voilà, donc il y a quand même un certain nombre de choses qui ne sont plus considérées comme normales. Tant que nous n'avons pas la capacité éthique à nous auto-gérer suffisamment, on a la loi à l'extérieur de nous qui va contenir cette violence-là. Et cette loi va régulièrement faire prendre acte des évolutions de la conscience, comme à la suite de la Seconde Guerre mondiale, où on a eu la Hague et tous ces tribunaux qui se sont montés pour mentionner un crime contre l'humanité et qui a permis de juger un certain nombre de personnes par rapport à ça. Donc les faits de guerre sont devenus, on a des faits de barbarie symbolique, et dans le discours, dans cette appropriation, dans cette violence symbolique, voilà. Toujours. Alors vous militez justement pour... Militer. Vous militez, et on peut militer pour. Oui, on est militaire, mais on est quand même dans le... Ah non. Bon, on va se garder pour une autre émission sur ça. Vous pouvez... Ah ben voilà, je ne sais plus. Eh ben voilà, merci d'avoir fait les travaux pratiques. Oui, je ne sais plus. Eh ben, non, mais je vous remercie, oui. Parce que c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on veut... Alors allez-y. Non, justement, c'était... Vous militez pour une pensée et une pensée globale, et pour non pas des actions globales, mais un projet global. Qu'est-ce que ça pourrait être et comment ça pourrait se définir? Un projet plus humain, plus humaniste. C'est quoi? Comment ça fonctionne? Comment on peut le mettre en place? Vous donnez un certain nombre de pistes déjà. Donc, j'étais passée de ces valeurs de paix à un monde de coopération. Et on a parlé tout à l'heure d'interaction, de systémie, de complexité. Donc, on ne peut pas apporter de réponse à certaines problématiques du monde sans avoir un regard global. Ce que font souvent les ONG qui sont implantées mondialement et qui essaient, comme Amnesty International ou n'importe lequel, d'avoir des réponses un petit peu partout sur le monde. Donc, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de sujets, si on n'a pas une gouvernance globale, on ne va pas s'en sortir. Mais on n'a absolument pas la maturité aujourd'hui des gouvernants pour faire une gouvernance mondiale. À part nous faire 1984, je vois pas très bien ce qu'on pourrait faire. Et on y va tout droit, que ce soit avec Big Data, que ce soit avec ce que développe Google aussi. Voilà, on a tout qui nous y met toutes les informations direct. Sont mais c'est pas de ça dont je parle. Ce dont je parle, c'est si par exemple si on veut réguler la finance et si on veut réguler les paradis fiscaux par exemple. Et ben si vous faites des régulations sur 15 pays, mais que le 16e il n'est pas dans votre régulation commune et partagée, tout le monde va aller dans le 16e pays. Donc on a vraiment besoin de cette vision globale, mais pour moi, on ne peut pas avoir une gouvernance mondiale autrement que faite par des leaders qui seraient des sages. Alors vous allez me dire, c'est utopique. Non. C'est intéressant, c'est quoi ça? Comment ça fonctionne? Quand est-ce que ça a fonctionné? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? L'empereur Alexandre, par exemple, un superbe ouvrage de Marguerite Duras, et hop, une pub de plus. On la salue. Adrien, l'empereur Adrien, est arrivé à faire ça à un moment donné, et c'est pas le seul. Donc c'est pas le fait que ça n'existe pas, c'est le fait que c'est pas ce qu'on valorise aujourd'hui au maximum, parce que on a eu un déplacement en fait de la guerre militaire, quoiqu'elle existe bien entendu ailleurs encore, et que nous sommes pas les derniers à vendre des armes pour la nourrir. Elle s'est déplacée dans le champ de l'économique. Donc ça veut dire qu'on a des lobbying qui font tout
pour éviter que nous soyons conscients, que nous puissions apporter de réelles alternatives et que nous puissions faire vraiment autre chose. On se souvient de la superbe phrase à l'époque de Patrick Lelay, président de TF1, qui disait « Pour les médias, nous vendons du temps de cerveau disponible ». Absolument, tout à fait. Donc cette phrase a fait le tour du monde à peu près. Bon, et là on a un déplacement de cette guerre aussi dans le champ médical, mais je laisserai parler d'autres personnes plus spécialistes du sujet. Bientôt. Voilà, donc ce que je veux montrer simplement, c'est que on a besoin, pour réguler certaines problématiques, de quelque chose de global, mais qui ne soit pas unique, qui ne soit pas dans une logique centralisée. C'est-à-dire, parce qu'on pourrait se dire, mais elle écrit ça, puis juste après elle parle d'autre chose. Quand je dis qu'il ne faut pas une pensée unique, qu'il faut maintenir la biodiversité dans la pensée, ce qu'on a beaucoup de mal à faire, nous, en tant qu'humains. Dès qu'on a trouvé une nouvelle pensée, tout le monde se met dedans, ça devient un isme et ça devient sectaire au passage. Donc c'est pas de ça dont il s'agit, c'est de garder la vitalité de la biodiversité humaine tout en ayant une visibilité globale et une gouvernance globale et sage vers une humanité 3.0. Alors, une humanité 3.0, c'est quoi? C'est un gadget? C'est quoi cette humanité 3.0 que vous appelez de vos voeux, justement? Déjà, 3, tout le monde a compris que c'était pour faire un clin d'œil à 2, parce que quand je vois qu'on parle de Web 2.0 et qu'il y en a qui voudraient parler du 4.0, je dis, moi, ça ne me gênerait pas du tout qu'on passe par le 3.0, qui aurait une symbolique un tout petit peu plus intéressante. Le 3, le ternaire, une fois de plus. Voilà, c'est pour ça, c'est quand même clairement pour ça. Ça apporte du tiers et surtout, ça apporte... Enfin, ce que j'ai voulu mettre là-dedans, c'est la notion d'humanité d'homos frater. Donc, c'est cette capacité à délibérément souhaiter être en coopération, en solidarité avec l'autre. Mais ça implique un niveau de conscience particulier. Donc, ça implique... L'homo frater, c'est-à-dire quelqu'un, un individu qui serait plus conscient de sa place dans le monde, de l'unité et donc plus fraternel, comme son nom, et solidaire. C'est ça. Et donc là, on voit dans un ouvrage qui s'appelle La spirale dynamique, on voit par exemple une manière d'essayer de rendre compte de cette évolution de la conscience. Et donc, c'est rendre compte de cette humanité qui, si elle veut survivre, surtout plus on passe son temps à augmenter de 7 milliards à 8, à 9, etc. Si on veut arriver à tenir ensemble, il faut qu'on tienne ensemble de façon fraternelle. Et ça se fait pas facilement compte tenu de tout notre patrimoine de violence et de besoin de compétition et de besoin d'exister que nous avons. Donc ça nous implique de monter en qualité de conscience, et ça c'est pas facile à acquérir, ça se travaille, ça s'éduque, ça se transmet, mais à mon avis il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. Et ensuite l'autre raison pour laquelle j'ai mentionné ça, c'est qu'on a en ce moment 2 grands courants vers l'humanité, notamment le transhumanisme qui vise à nous amener, enfin pas tous, que ceux qui auront les moyens de se le payer, ce qui va nous amener quand même à un eugénisme particulier, mais qui est de pouvoir s'inoculer à l'intérieur des nanotechnologies, de mettre des implants, enfin tout ce qui pourrait nous permettre de devenir des surhommes. Quid de notre humanité actuelle, c'est-à-dire que vous et moi deviendrions de facto obsolètes, des sous-hommes. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on fait de tout le reste de l'humanité qui à ce jour déjà n'est plus considérée complètement comme une humanité? Alors vous voyez un petit peu la taille de l'eugénisme, mais ça réglerait totalement le problème de population, c'est clair. Jacques Attali a beaucoup écrit là-dessus. Alors non, lui il parle de transhumain, j'en ai fait la différence, j'ai dit attention, on ne parle pas de la même chose. Donc ça c'est ce courant transhumaniste donc, sur lequel il faut apporter de l'éthique, en tout cas vérifier qu'il y a bien une certaine éthique dans cette piste-là d'évolution. Une évolution de l'homme, mais, voilà, mais payante et pas pour tout le monde. Oui, et puis qui pose la question, c'est quoi un être humain au bout d'un moment quand il est plein d'implants d'ajouts numériques et autres, génétiques et autres. Et donc l'autre voie, c'est la voie notamment du mindfulness et autres, c'est de croire que l'être humain a des capacités qu'il peut faire évoluer et que nous avons le ressort pour gérer la complexité que nous avons créée autrement qu'en nous mettant des adjonctions de technologie. Et comme de toute façon les deux sont en développement actuellement, la question c'est de savoir comment on les concilie d'une manière et d'une autre et comment on les fait se parler entre elles. Et là vous dites une des réponses, c'est la révolution de l'amour.
vous proposez. Oui, alors ça, moi, révolution, ça peut pas être de moi, c'est clair, puisque je suis absolument pas... Mot. Oui, je sais, mais parce que j'ai simplement utilisé les propos d'autres personnes comme Luc Ferry. Moi, je suis pour la mutation, qui est quelque chose de fondamental à l'intérieur en douceur, et certainement pas la révolution, qui est quelque chose dont on a connu la les révolution, effets. C'est un cycle. C'est l'ouroboros, c'est la vie. Alors justement, si c'est une révolution pour revenir au même point, c'est embêtant, sinon ça devient une spirale, donc on n'est plus dans quelque chose qui revient au même point. Et si c'est la révolution dans le sens 1789, ça m'ennuie parce qu'on n'est pas sûr de couper les têtes aux bonnes personnes. Donc je préférais qu'on évite de couper les têtes, d'une part, et ensuite on ne sait pas distinguer encore très bien le bon gré de l'ivraie. Donc je trouve que ça serait bien de faire autrement. Et donc, c'est quoi cette percée de l'amour? C'est en fait de voir que des philosophes comme Luc Ferry, André Comte-Sponville et autres osent porter le mot d'amour et de le promouvoir. On est vraiment, alors là, pour le coup, dans une révolution paradigmatique, c'est-à-dire qu'on a vraiment là quelque chose qui change. On a vraiment des personnes qui osent porter ce mot-là en disant, ben voilà, parce que les propos d'André Comte-Sponville, il y a quelques années, puisque je les avais cités dans mon ouvrage « En quoi le monde nous rend plus humains », disait que l'amour ne pourrait pas répondre à la société. Il peut répondre que dans la sphère de l'intimité, mais pas dans la société. Et là, c'est le contraire. Donc, comme toute personne, ils ont tous évolué dans leur pensée. Et ça veut dire aussi de façon systémique, ce sont les effets du monde qui nous font travailler, et pas juste l'observation de la philosophie, qui font dire, mais oui, mais non, en fait, c'est possible. Et l'amour peut faire quelque chose. On a amour, compassion, bienveillance, selon les uns et les autres, empathie, si on est avec Rifkin, enfin peu importe le mot, mais ces mots-là sont en train d'advenir. On parle de bien-être dans les entreprises, il y a quelque chose, une volonté de l'être humain à passer à autre chose, à se soucier de son bien-être et du bien-être de la personne, de la relation, de l'environnement et avec la création. Et ça, c'est ce que vous baptisez donc l'homo frater. C'est ça. De l'amour, de la fraternité, être capable de... Et la capacité de gérer de façon lucide et responsable nos ingrédients humains, nos invariants humains, qui sont l'ego, qui sont notre violence, etc. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a plus et qu'on les a éradiqués, ou notre elmo. Non, on fait avec. Donc pour moi, un homo frater, c'est quelqu'un qui fait avec toutes ses composantes, ses ambivalences. Donc c'est avec. Alors pour faire avec, on peut se référer donc à votre livre, c'est intelligent, c'est bien écrit, on y parle donc de mutation, d'évolution, de ce monde de demain qu'on peut bâtir aujourd'hui, qu'on peut déjà incarner dans nos vies aujourd'hui. Ça s'appelle Entrer dans un monde de coopération, une néo-renaissance, Christine Marsan, et c'est publié aux Chroniques sociales. Alors pour conclure, changer le monde et bâtir une humanité meilleure, comment on fait? Une petite citation J'ai juste envie de revenir sur Renaissance, que du coup, on n'a pas eu le temps de développer. J'avais envie de montrer, et le parallèle que j'ai fait, c'était simplement de dire, à l'époque de la Renaissance, ça a été une époque extraordinaire de richesse, de fertilité, de création. Et j'ai envie de montrer que nous sommes dans la même phase. C'est-à-dire qu'on sort, comme il y a eu une exposition il y a 2 ans, c'est comme si on était dans l'an 1500 à peu près, c'est-à-dire sorti du Moyen-Âge avant la Renaissance. Donc là, ça y est, on commence à vraiment rentrer dedans. Et donc de regarder quelles sont nos nouvelles terres qu'on explore, quelles sont cette nouvelle créativité, ces nouveaux arts que nous proposons. Donc il y a des composantes qui sont différentes, mais on est dans une effervescence équivalente. Voilà. À un moment propice. C'est ça. C'est le Kéros des Grecs. C'est ça. Donc changeons le monde, c'est maintenant.